Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Notre invité ce soir est un parfait bilingue. C'est un Gantois, diplômé en droit, avocat spécialisé dans le droit social. Son premier mandat en politique locale, c'était en 2006. Et depuis, il a gravi tous les échelons, député au Parlement flamand, puis le Parlement fédéral, chef de groupe. Il est aujourd'hui le président de son parti. Il a même été chargé de mission par le roi en 2020. Avec lui, nous allons parler de l'évacuation du bâtiment de la rue des Palais, de la crise de l'asile en général, mais aussi de la réforme des pensions, de sa vision pour l'avenir de la Belgique et de la région bruxelloise. C'est Egbert Lacarte qui est notre invité ce soir. Bonsoir Egbert Lacarte, donc président de l'OPNVLD, le parti libéral flamand. On va commencer par un reportage, si vous voulez bien. Il a été tourné hier. C'est un reportage qui raconte les difficultés rencontrées par des demandeurs d'asile qui se trouvaient dans l'immeuble de la rue des Palais à Schaerbeek. Ils ont été expulsés, mais sans solution de relogement pour une partie d'entre eux. C'est un reportage de Maëlle Arnold-Dussen et Béatrice Broutou. Ces deux Burundais ont dormi dans le froid sur de simples matelas le long du canal. La nuit a été difficile, ils n'ont même pas de tente pour se protéger du vent ou de la pluie. On ne sait même pas si on va dormir sur des trucs froids ou humides. Ça a quelque chose, c'est chaotique. Et en plus, il n'y a même pas de toilettes. Tout se fait dans la rue comme ça, donc c'est dangereux pour nous et pour les gens qui vivent aux alentours. Ils sont pourtant détenteurs du fameux bracelet bleu, un précieux sésame confié par les autorités qui devait leur permettre d'être pris en charge après l'évacuation du bâtiment hier en journée, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. L'opération d'évacuation de Palais était complètement chaotique, très mal organisée. Ils avaient prévu 250 places, il y avait 500 personnes. 500 personnes qui avaient le fameux bracelet bleu qui attestait qu'ils logeaient dans le bâtiment et qu'ils avaient droit à un relogement. Il restait 150 personnes avec ce bracelet bleu qui auraient eu droit à un logement. Et c'est eux qu'on a remis à la rue sans aucune forme d'explication. Cet autre Burundais sans papier a vécu la même situation. Il raconte aussi que l'expulsion du Palais des Droits s'est par moments déroulée de manière violente. Il y avait les flics avec qui sont les boucliers. Et ils sont venus pour nous chasser à la force. Depuis plusieurs semaines, Thomas se mobilise pour leur venir en aide. Il a notamment distribué des repas aux ex-résidents hier soir devant le petit château. Il appelle les autorités à respecter leurs promesses. Beaucoup d'entre eux, pas tous bien sûr, et on les comprend, mais beaucoup espèrent toujours que le gouvernement va agir et va les reloger comme ils sont censés le faire avec les bracelets, ils l'ont promis. Donc nous, on espère que le gouvernement agisse à ce niveau-là et laisse pas ces gens dormir sous là. On commence à sentir un peu la pluie, on espère que ça ne va pas devenir pire que ça. En attente de solutions de relogement, la majorité des ex-squatteurs passera à nouveau la nuit le long du canal. Alors, Egbert Lacarte, votre réaction, c'est choquant de voir ces gens dormir dans la rue ou pas ? Oui, c'est certainement choquant quand les gens sont sur la rue comme ça, mais je trouve quand même l'organisation de l'évacuation de ce bâtiment était très chaotique, mal organisée. On disait même, parce qu'on connaît très bien la situation, elle est là depuis des semaines, des mois, et donc si on évacue tout le monde, on avait du temps pour préparer. Oui. Donc tout ce qui s'est passé avec les gens qui sont sur la rue, oui. Mais deuxième chose, aussi toute une groupe qui a été logée dans un hôtel en Flandre, et on se rendait même par contre que c'était plus à Bruxelles. Ouais. Donc, je ne comprends pas le gouverneur du Brabant flamand a théoriquement été prévenu. Oui, mais bon, le gouverneur, il n'a pas vraiment de compétences exécutantes ici. Ouais. Donc, c'était ou bien le bourgmestre qui devait prévenir ou la région flamande. Cette situation chaotique, c'est la faute de qui ? Qui en est responsable ? Bon, il faut voir, je ne vais pas m'en exprimer, ouais. Mais j'ai compris qu'il y a une organisation qui était en fait compétente pour faire ça. Donc je crois qu'au sein de cette organisation, il y aura beaucoup de discussions. Théoriquement, c'est une opération sous la supervision du ministre-président. Une opération à laquelle étaient associés donc la région bruxelloise, la commune de Schaerbeek, mais aussi FEDASIL et la secrétaire d'État à l'asile. Oui, donc j'ai compris que la secrétaire d'État était au courant de la situation et des actions qu'on avait envisagées, mais elle n'était pas inclus dans l'évacuation pratique, donc l'exécution de l'évacuation. Alors, je vous propose d'écouter quelqu'un qui n'est pas du même avis que vous. C'est la bourgmestre de Molenbeek. L'essentiel des tentes qu'on a vues dans le reportage, c'est sur la commune de Molenbeek. Donc, juste à quelques dizaines de mètres du petit château. Catherine Moreau, on va l'écouter. C'est une interview qui a été réalisée ce matin.
C'est la responsabilité du fédéral, ce qui se passe ici, qui nous a tous totalement dépassés et qui est insoutenable, qui est insupportable. Concrètement, aujourd'hui, on a 90 tentes ici sur les quais, en plein centre-ville, sur une voirie qui compte 1 million de cyclistes et 4 à 5 fois plus de piétons, avec une situation de sécurité. Et donc, j'ai alerté M. De Croo hier de cette situation de sécurité. On a près de 300 personnes qui sont hébergées par nous et encadrées par nos services avec le soutien de la région et qui en fait sont des soucis du fédéral. On ne sait pas faire ceci en plus, c'est impossible sur le territoire. On est tout à fait débordé par cette situation. À vrai dire, ce n'est pas la place de Molenbeek de faire ça. Il y a là quelque chose de tout à fait inepte. On est la première commune la plus pauvre de Belgique. On ne sait pas prendre plus de solidarité que ce qu'on fait déjà. Oui. Edbert Lacarte, la bourgmestre de Molenbeek. Il y avait théoriquement à peu près 500 personnes dans ce bâtiment de la rue des Palais. Visiblement, il n'y avait que 150 places dans le réseau fait d'asile. Il y a quelque chose qui cloche là, non? Oui, mais ce ne sont pas seulement des personnes qui sont dans une procédure d'asile. Oui, une grande majorité, tous ceux qui ont embrassé les Bleus. Il y avait tout un groupe, c'était très divers. Et en plus, il y a quand même eu un comptage où les 9/10 étaient des demandeurs d'asile dans ce bâtiment. Oui, mais ou bien fin de procédure et n'avaient plus de procédure à faire. Donc il y a des gens qui sont dans une procédure, c'est très divers. Mais en fait, on laisse exister cette situation depuis longtemps aussi à Molenbeek sans prévenir personne. On laisse faire. Que c'est la responsabilité fédérale. Je suis totalement pas d'accord. Allez, un bourgmestre a une responsabilité. Mais attendez, les demandeurs d'asile, c'est pas fait d'asile de les loger, c'est dans nos obligations internationales. Il y a une procédure, mais quand la procédure est terminée, c'est quand même pas un fait d'asile que tout le monde qui n'a pas de droit de rester dans notre pays doit avoir une maison, un appartement. On ne va quand même pas faire ça. Sinon, je crois que tout le monde va venir en Belgique. Il n'y a pas de fin dans cette discussion. Mais il n'y a pas quand même un sous-dimensionnement de la capacité d'accueil de faits d'asile. Il y a eu des vagues migratoires. Il y en a eu dans ce moment. Et on voit qu'à chaque fois, c'est le même problème. Il y a des gens qui se présentent au petit château, on devrait les héberger, on leur répond que c'est pas possible. Totalement pas, monsieur Grosfelli, parce qu'en Europe, si on voit, en Europe, on est Belgique. On n'est pas un grand pays. On est 5e sur la liste qui prend leur responsabilité sur tous les gens qui viennent ici en Europe pour demander de l'asile et de les aider. On est 5e, on a 26 000 places en Belgique. Il n'y a pas un autre pays autour de nous qui fait ça. Donc en fait, il y a des pays en Europe qui ont des dizaines de demandes d'asile. Il n'y a pas de solidarité européenne. Créer encore plus de places, il y a encore plus de demandes. Donc ce n'est pas la solution de créer toujours plus de places, parce que la Belgique ne peut pas faire tout seul. Même si l'État fédéral est condamné en Belgique parce qu'il n'a pas accueilli un certain nombre, il n'a pas logé un certain nombre de demandeurs. Oui, mais c'est une histoire sans fin, parce que si on continue avec ça et des grands pays autour de nous ne prennent pas leurs responsabilités, on a un système social qui est très intéressant. C'est une ville cosmopolite, Bruxelles, donc on a beaucoup de communautés, donc c'est très intéressant de venir. Et si on crée des places encore supplémentaires, il y aura encore plus de demandes. Et on ne peut pas suivre, donc les services ne peuvent pas suivre. Donc ce n'est pas une solution de créer encore beaucoup plus de places. Alors, le principe dans cette émission le vendredi, c'est de prendre quelques questions de nos téléspectateurs et auditeurs. Je vous en lis une de Jean-Claude qui nous a adressé un mail. Il dit qu'il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Il a commencé par un contrat d'apprentissage et puis ensuite il a travaillé dans l'infrastructure du bâtiment pour une administration communale. Il dit qu'il a fait 44 ans de carrière, dont 32 ans dans le bâtiment, et que ça a été un travail relativement pénible. Il vous demande ce que vous allez faire pour les gens qui ont travaillé dans des métiers pénibles et qui vont se retrouver comme lui à prendre leur pension lorsqu'ils auront 65 ans. Mais quelqu'un comme ça, il mérite beaucoup de respect, parce que si tout le monde travaillait autant d'années dans notre économie, je crois que le financement de nos pensions serait beaucoup meilleur, donc l'état de nos budgets serait beaucoup meilleur. Notre grand problème comme libéraux, c'est surtout toutes les périodes assimilées. Donc quand on est en train de discuter sur une longueur de carrière, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé, qui ont des périodes assimilées. Qui ont été au chômage. Voilà, et ça compte aussi comme des années travaillées. Et ça, c'est pas correct, c'est pas juste. Donc, quelqu'un qui a travaillé la plupart du temps et après une carrière où il devient 60, 62 ans, si on a vraiment travaillé 75% du temps, 80% du temps, on mérite une pension complète. Dans le dernier projet de Karine Lallieu, il faut avoir travaillé 30 ans. Et c'est la même chose pour tous
tous les types de contrats, qu'on a été salarié, indépendant ou fonctionnaire. Ça va dans le bon sens, qu'on aligne la durée minimum? Si les périodes assimilées ne sont pas prises en compte. Donc ça reste le problème, les périodes assimilées. Ça reste le problème que, bon, si on compte 30 ans, et c'est 30 ans de chômage, c'est assez... Alors non, si on fait comme ça, c'est pas juste. Ça reste un débat. Il y a eu une réunion du Conseil des ministres restreint aujourd'hui. Les années comptées, là, il y a encore des différences de calculation. Le calcul, combien de jours est-ce qu'on doit travailler pendant un an pour avoir une année complète. Donc il y a encore beaucoup de discussions, mais je crois que pour un socialiste et les libéraux, ce n'était pas juste s'il y a un système où quelqu'un qui n'a jamais travaillé a autant comme pension que quelqu'un qui a travaillé comme ce personne. Et ça existe? Il y a des cas qui existent? Il y a des cas qui existent et la différence entre pensions, je crois qu'il y a déjà entre le gouvernement Michel, on a changé le système pour que quand même c'est plus juste, mais les différences sont trop limitées. Il faut vraiment motiver le travail et l'emploi. Ouais, alors dans les derniers projets de Karine Lallieu, il y a aussi l'idée qu'on pourrait prélever une cotisation sur les entreprises qui n'emploient pas assez de travailleurs âgés, de travailleurs de plus de 60 ans. Et elle veut aussi une taxation progressive pour les pensions du deuxième pilier. Vous êtes d'accord avec ces deux idées-là ou pas? Les amendes, je ne suis pas pour. Cotisation, c'est pas amende. Oui, mais dans la presse chez nous, c'était une amende pour des entreprises qui n'emploient pas assez de plus de 60 ans. Donc ça, pas d'accord. Mais on pourrait proposer de commencer avec la SNCB, parce que là, tout le monde arrête plus loin. Je crois que l'État est vraiment un mauvais exemple. Donc si on commence dans les services de l'État pour avoir plus de gens 60 plus, 55 plus, de les garder sur le travail, je suis d'accord. Ouais, mais donc ça revient avec des amendes ou des conditions. Donc ça revient à toucher au régime particulier des pensions. Je propose qu'on l'écoute. Les employeurs cherchent des gens pour travailler. Hein. Ouais. Je suis certain que ça va changer dans le futur. Ouais, je vous propose qu'on l'écoute. Karine Lallieu, elle était dans notre matinale, c'était mercredi matin. Ce que je voulais, c'est quelque chose d'équilibré. Vous avez le sentiment que ça va passer, Karine Lallieu? Par exemple, on revoit la péréquation, donc on touche aux fonctionnaires, je demande de toucher au capital au niveau des seconds de pension. On touche effectivement et on demande aux travailleurs de travailler plus longtemps, je demande aux employeurs d'avoir une attention particulière pour ces travailleurs qui sont encore capables de travailler. Oui. Et cet équilibre, j'espère que tout le monde voudra le faire ensemble. Je suis une femme de dialogue, mais j'espère à un moment donné que tout le monde viendra avec la volonté de réussir autour de la table. Nous le devons pour nos aînés et pour les futurs travailleurs. Alors, on entend Karine Lallieu, une mesure plutôt à droite d'un côté, une mesure plutôt à gauche de l'autre. On va arriver à trouver un accord. Il y a eu un conseil restreint aujourd'hui, il n'y a pas encore d'accord. Hein. On va se revoir dans les prochains jours. C'est comme ça, donc il y aura encore beaucoup de discussions, je crois, entre libéraux et socialistes, surtout sur ce thème. Mais c'était déjà positif que Karine Lallieu ait sorti avec un plan, parce qu'avant, je crois qu'Alexandre De Croo avait sorti déjà une note. Paul Magnette était apparemment très fâché sur cette Mais qu'elle touche à la péréquation des fonctionnaires, donc un système très avantageux pour les fonctionnaires, c'est un geste dans votre direction. Oui, c'est une ouverture et il faut être clair aussi, nous on ne veut pas retirer un pension de quelqu'un qui a déjà en retraite. Oui, c'est une réforme pour le futur. C'est pour le futur et si on change les systèmes qui sont plus compliqués pour nous, ça serait aussi pour le futur. Et il faut toujours des périodes de transition pour ne pas toucher aux gens qui ont déjà travaillé ou qui ont déjà fait leur carrière. Alors, autre question très idéologique, une réforme de la fiscalité. Vous n'y croyez plus? Il n'y en aura pas sous cette législature. Mais en fait, c'était un peu mal repris. C'était une titre. C'est ce que vous avez dit dans la presse flamande. Oui, mais ce n'est pas en fait ce que j'avais dit. Je suis pour, donc on va travailler ensemble pour un premier pas dans la réforme fiscale cette année. Et ça, c'est la proposition de Vincent Van Peteghem. Il propose un premier pas cette année et il faut un projet pour le futur, pour une nouvelle fiscalité en Belgique. Et il faut en travailler cette année. C'est pas... J'ai jamais dit qu'on ne va plus rien faire cette année. Oui. Parce donc il y aura un premier pas avant 2024, avant les élections. Un premier pas, ça c'est clair. Et deuxième chose, on va s'engager, je vais m'engager de travailler sur la réforme fiscale pour le futur aussi. Parce que si on veut faire que c'est un succès, il faut aussi des périodes de transition assez longues. Parce que sinon, tout le monde est fâché. Parce qu'on change les règles pendant le jeu. Et si on a un plan vraiment pour le futur, pour les prochains 10 ans, on peut trouver une entente entre CDNV, socialistes et nous. Donc, je vais m'engager pour le faire. Alors, je voudrais vous lire deux autres questions qui viennent de nous arriver. Elles sont posées sur Facebook. Cette fois-ci, ces questions. Il y a Lucine qui vous demande quel est l'avenir de la Belgique, pourquoi est-ce qu'on pointe toujours les plus faibles et qu'on ne s'attaque jamais à la fuite des capitaux, en tout cas jamais sérieusement. Ça, c'est ce que nous dit Lucine. Et on a Mehdi, il nous pose toute une série de questions. Mehdi, je vais en lire deux. Il vous demande pourquoi il y a tant de différences entre l'Open VLD de Bruxelles
et l'Open VLD flamand, c'est en tout cas sa perception, et il vous demande comment est-ce que vous pourriez renforcer les liens entre Bruxelles et la Flandre. Bon, alors on commence par pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas à la fuite des capitaux, la question de Lucine. Oui, mais je crois qu'il y a, dans le capitalisme global, comme libéral, il y a beaucoup des aspects négatifs que moi je ne soutiens pas. Pour moi, le libéralisme et le libre marché, c'est pour créer... Donc ce n'est pas l'évasion fiscale. Non, l'évasion fiscale, vraiment, il faut voir où on peut fermer les portes. Donc vous allez être d'accord pour renforcer les moyens du fisc et de la justice? Il faut jouer sur le niveau européen. Donc il y a déjà beaucoup de directives, de réglementations qui ont été faites. Je crois que les banques s'en rendent compte, ils sont bien... et ils collaborent plus, les banquiers maintenant. Oui. Donc, allez, on a plus de réglementations sur ça, mais sur le niveau global, il y a des joueurs qu'un pays comme la Belgique ne va pas toucher. Et ce n'est pas équitable, je ne le trouve pas juste non plus. Donc il faut se battre. Parce que si tout le monde paye ses taxes, on peut avoir moins de taxes pour tous ceux qui travaillent. Donc il faut que ce soit au niveau européen. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre l'Open VLD de Bruxelles et l'Open VLD flamand? Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur tout? Avec Sven Gatz, par exemple. Bon, avec Sven, je m'entends très bien. Donc, c'est bien. Le problème, c'est que Bruxelles a sa complexité. Et vraiment, si on va faire une réforme d'État, il faut vraiment la structure de Bruxelles, que ça simplifie. Allez, on a une région, on a un parlement avec quand même beaucoup de députés 89, bruxellois. Ouais. On en a 89 pour qu'il y ait une minorité flamande aussi. Oui, je comprends et que les Flamands soient dans toutes les commissions. C'est ça, je crois qu'il faut vraiment, comme libéraux, il faut voir Bruxelles pour le futur d'une autre manière. Donc simplifier. C'est simplifier, c'est une ville cosmopolite avec pas seulement des néerlandophones et francophones. Il y a beaucoup de communautés et il faut gérer ça d'une manière. Il y a un niveau régional et un niveau de ville, mais il faut simplifier. Moins de politique, moins de cabinettards. Ouais. Vraiment, la structure est beaucoup trop lourde pour gérer notre capitale. Mais la capitale, la région bruxelloise, elle continuera à être gérée par les Bruxellois, ou vous pourriez avoir, comme Bart de Wever, l'idée qu'il faut que ce soit un petit peu co-géré par les Wallons et les Flamands? Non, en fait, j'y crois pas. Donc, dans l'histoire, on a créé une complexité avec les communautés qui gèrent aussi l'enseignement, la culture à Bruxelles. Mais Bruxelles a changé. Je crois qu'il faut un niveau régional où vraiment toutes les compétences qui sont gérées par les communautés viennent ensemble. Y compris l'éducation, la culture, des choses de ce genre-là. Mais il faut respecter la culture néerlandophone et la langue néerlandophone comme il faut respecter la langue francophone et la culture francophone. Mais on peut gérer ça à Bruxelles, parce que gérer ça de la Flandre ou de la Wallonie, ça ne marche plus parce que Bruxelles a son caractère spécifique. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de politique. Enfin, on parlait déjà de politique, mais je voudrais qu'on parle d'un dernier sondage qui a été publié hier. C'est l'Institut Kantar. On va voir les chiffres pour la Flandre, parce que j'ai envie de vous parler de la Flandre, avec la première place accordée en intention de vote au Vlaams-Belang. C'est un Flamand sur 4 quand même, un Flamand sur 5 pour la NVA, et votre parti, l'Open VLD, est en 4e position avec 12,1%. Ça, ce sont les intentions de vote pour la Flandre. On sait que côté francophone, il y a le PTB qui monte, qui est maintenant deuxième parti en Wallonie, qui est passé devant le mouvement réformateur. On se dirige vers une Belgique ingouvernable? Si les chiffres seraient exacts le jour des élections... Ce sont des intentions de vote. Les élections, c'est dans 1 an et demi. PSPTB, presque la moitié des voix en Wallonie, et Vlaams-Belang, NVA au nord, c'est ingouvernable. Alors là, vraiment, on est bloqué dans ce pays. Donc il faut vraiment que les autres partis qui sont constructifs dans ce pays, qui essayent de faire le mieux, de gérer notre pays, de faire des ponts entre les communautés, qu'ils gagnent encore beaucoup plus de voix. Donc j'espère vraiment qu'on fait mieux que vous allez démentir les parti, sondages. Pour moi, c'était OK, mais on veut faire beaucoup mieux encore. Et j'espère que nos collègues dans la coalition fédérale peuvent faire mieux que ces chiffres-là. Votre idée, c'est si on peut reconduire la Vivaldi, on le fait? Je ne vais pas dire qu'on est marié avec Vivaldi. C'est une coalition compliquée, parce qu'avec libéraux, socialistes et écologistes, on a souvent des discussions idéologiques compliquées. Mais notre système, notre démocratie rend toujours les choses assez compliquées parce qu'on a besoin de beaucoup de partis. Mais avec quel parti, je ne vais pas m'exprimer maintenant. Ça pourrait être Vivaldi, mais ça pourrait être quelque chose avec un autre parti. Donc, je reste un instant sur ces questions institutionnelles. On va regarder une déclaration de Bart de Wever, c'était il y a quelques semaines, ça fait beaucoup de bruit, où il expliquait qu'il faudrait peut-être passer à une réforme extra-légale, que c'est déjà arrivé dans le passé avec l'enseignement, et que toutes les réformes majeures se font de manière extra-légale, et puis on les légalise ensuite. Et l'idée de Bart de Wever, c'est d'avoir des ministères bicéphales, c'est-à-dire, dans son idée, on prend une compétence, on met un ministre
flamand, un ministre francophone, et ils se partagent la tâche. Ça évite de régionaliser, de devoir passer par une réforme de l'État. Vous allez vous opposer ou vous allez marcher dans l'idée? Les MR et Open VLD sont opposés sur cette proposition il y a 2 ans et demi, parce qu'on était en discussion avec Bart de Wever sur la formation d'un gouvernement avec PS et NVA. Donc ça a été mis sur la table à ce moment-là. C'était mis sur la table. En fait, ça rend le pays encore plus complexe, plus compliqué. Et je crois que c'est pas ça qu'il faut faire en 2024. Il faut une réforme d'État. Et j'espère que les gens comprennent que c'est mieux de voter ou de soutenir les partis qui veulent rendre ce pays moins complexe, qu'on a plus de collaboration entre communautés et régions, et que le niveau fédéral peut parfois se renforcer aussi et prendre encore des décisions. Ouais. Parce que maintenant, quand on s'attaque de l'un niveau à l'autre, allez, c'est quelque chose qui est promu pour l'instant. Ça veut dire que dans votre Belgique de demain, le niveau fédéral, il doit avoir, quand il y a un cas, une crise ou des discussions difficiles, voire des disputes, c'est le fédéral qui doit pouvoir trancher. Il faut laisser l'autorité au fédéral. C'est ça votre idée? Je voudrais que le niveau fédéral joue le rôle d'arbitre dans ce pays, où il peut, dans des dossiers vraiment d'une importance nationale, l'infrastructure essentielle, le futur de notre énergie, des engagements sur des conférences internationales, que quand il n'y a pas d'accord entre les régions ou les communautés sur leurs compétences, il faut un point de vue de la Belgique ou une décision que le fédéral pourrait vraiment exprimer. Ça, ce sera le cas. Et ça, ce sera la Open VLD Touch, qui sera très différente donc, de la NVA. Il faut une Belgique 2.0, comme je dis toujours. Et il y aura un choix clair au nord du pays. Il y a deux partis qui veulent le séparatisme, les 2 partis nationalistes. Et nous, on aura un programme qui est complètement contre. Une question de Stéphane. C'est une question bruxelloise cette fois-ci. Stéphane vous demande si un gouvernement bruxellois avec l'Open VLD comme maintenant, mais sans l'EMR, ça sera encore possible à l'avenir. Et s'il ne vaudrait pas mieux pour l'Open VLD, libéraux flamands, donc Sven Gatz par exemple, d'être avec l'EMR pour réaliser son programme à Bruxelles? On préfère d'être en gouvernement avec l'EMR. C'est dommage que ça s'est mal passé il y a 3 ans, où on est Est-ce que vous refuseriez de monter dans un gouvernement bruxellois la prochaine fois si l'EMR n'y est pas? Je l'ai déjà dit, on veut monter ensemble dans ce gouvernement. Mais est-ce que vous refuseriez si l'EMR n'y est pas? Moi, j'ai tout fait il y a 2 ans et demi. J'ai refusé d'y aller avec Bart de Wever et Paul Magnette sans l'EMR. Donc mon bilan, il est très clair. Je veux y aller avec l'EMR. Mais à Bruxelles, on sait que c'est pas la tradition. À Bruxelles, habituellement, les Flamands négocient de leur côté, enfin les néerlandophones bruxellois négocient de leur côté, et les francophones négocient de leur côté. Puis après, on se réunit. C'est vrai. Vous aurez envie de lier les deux? Oui, il faut lier, parce que si on veut construire une Bruxelles plus efficace, il faut que des partis, comme on a une famille libérale, on est pour un pays efficace, on est pour moins de taxes, on a une même idéologie. Si on fait un programme ensemble, on pourrait faire toute une autre dynamique dans cette ville. Donc, j'espère vraiment qu'avec David Lester, on avait une dynamique avec David, Alexia Bertrand et Sven Gatz, de créer un programme en commun, et j'espère qu'on en travaille les prochains mois. Alors justement, dans les prochains mois ou à l'horizon de 2024, est-ce qu'il y aura une liste commune du mouvement réformateur et de l'Open VLD aux élections législatives? On est en train de discuter sur ça. On veut le plus de listes communes à Bruxelles. On a déjà beaucoup dans les pour les communales, ça c'est assez facile. Pour les régions, c'est pas possible. Pour la région, c'est pas possible. La législation électorale ne permet pas. Pour le fédéral, on a le souhait de le faire ensemble. Je crois qu'on a vraiment des personnages très intéressants. Est-ce que justement, il n'y a pas trop de personnages très intéressants, pour prendre votre expression, et trop de femmes? Il y a Alexia Bertrand, pour vous. Il y a Sophie Wilmès. Il y a Adjel Habib, ça fait beaucoup de femmes à caser dans les premières places. C'est vrai. C'est ça le problème? Je crois que ça, c'est la discussion. Donc on veut le faire. Je crois que Georges-Louis Boucher et moi, on veut vraiment faire une liste en commun. Mais il faut faire un équilibre où tout le monde est respecté. Alexia Bertrand est quand même quelqu'un de très compétente. C'est vraiment quelque chose qui... C'est une bonne recrue pour vous? C'est une super recrue. Sur le niveau fédéral, dans le Cairn, c'est un secrétaire d'État qui pèse avec le budget. Je suis certain qu'elle va bouger les choses. Donc, allez, il faut respecter tout le monde. Donc, il faut que les personnages comme Alexia Bertrand soient respectés sur une liste. Et donc, ça veut dire quoi, respecter? Ça veut dire la 3e place? Ça veut dire la 5e place sur une liste électorale? Je comprends que vous me demandez, mais c'est une discussion que je dois avoir avec mon homologue. Donc, Merci beaucoup, Egbert Lacarte, donc président de l'Open VLD. Merci d'avoir été avec nous. Il n'y aura pas d'émission Plus d'actu la semaine prochaine, parce que ce sont les congés scolaires. Demain, je vous retrouve à 14h30 en radio pour parler de jazz, et dimanche soir en télévision pour Connaissez-vous. On recevra notamment le chanteur Marca. Merci d'avoir été au rendez-vous de Plus d'actu. Continuez à bien vous informer et à très bientôt.